J'ai le plaisir de vous présenter deux femmes exceptionnelles aujourd'hui. La première, c'est la propriétaire de ce restaurant où on est aujourd'hui. C'est Line Dardenne, femme assez connue ici dans la région pour sa position par rapport au Covid. Line a dû fermer son resto pendant 4 mois. Réouvert, c'est mon resto préféré. J'adore d'être ici. C'est vraiment un resto super bien fait, la nourriture fantastique. Et puis, c'est à l'avenue de Chion, 70 à 18-20 à Territé. Et la deuxième dame que je peux vous présenter, je suis très très heureux d'être avec elle. C'est ma collègue Frédéric Giacomoni, qui est psychiatre. Et j'ai découvert Frédéric à peu près 4-5 mois, une soirée, je vous avais entendu parler. Et je dois dire, ça m'a touché. Ça m'a touché parce qu'il y avait une authenticité, une compétence, des compétences techniques. Et puis j'aimerais commencer avec une première question, Madame Giacomoni, Doctrice Giacomoni. Qu'est-ce qui vous avait tellement touché dans cette soirée où on s'est vu la première fois? Il y avait à peu près une centaine de personnes, je pense, qui étaient sur place. Et puis vous avez parlé avec une certaine autorité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, c'est vrai, c'était déjà il y a 4-5 mois. Je crois que ce qui s'est passé, c'est que j'étais et je suis toujours très activée par la gravité de la situation que nous sommes en train de vivre depuis 2 ans maintenant. Et pour moi, c'est une attaque en règle à notre humanité. Et ça, c'est insupportable pour moi. Donc c'est ça qui m'a fait tout d'un coup me lever et prendre la parole, ce que je ne fais jamais. C'est pas naturel pour moi de le faire, mais c'est tellement grave que je peux pas me taire. Et cette attaque en règle qu'on fait à notre humanité depuis 2 ans et qui ne s'arrête pas, même si aujourd'hui les choses ont l'air légèrement plus calmes, tout est juste suspendu mais pas arrêté. Pour moi, c'est gravissime. Voilà. C'est la maltraitance faite à notre humanité, c'est-à-dire depuis le bébé au stade de conception, l'embryon, jusqu'à la personne âgée en EMS qui va décéder, c'est juste inhumain ce qu'on nous fait vivre. Je me suis souvent posé la question, mais quel est le point de vue des psychiatres dans cette situation? Moi, en tant que généraliste interniste, je m'intéresse aussi pour la psychiatrie, mais je ne suis pas si nuancé dans mon regard. Qu'est-ce qui est si grave concrètement d'un point de vue psychologique psychiatrique? Alors, je ne peux pas parler au nom des psychiatres puisqu'on est de loin pas tous d'accord, mais je suis loin d'être la seule aussi à penser ce que je pense. Donc, je vais parler en mon nom et ceux qui pensent comme moi. Ce qui est si grave, c'est la manipulation perverse que nous subissons et qui fait qu'on se sent responsable, coupable d'une épidémie. Et on se sent responsable, coupable de la propagation de l'épidémie, du virus, et responsable, coupable des éventuels décès ou des éventuelles personnes malades. Mais que je sache, un virus, son objectif, c'est de se propager et c'est d'affecter le plus de personnes possible. C'est de se reproduire en infectant les gens, mais pas en les tuant. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui meurent pas, mais il y a toujours des gens fragiles qui meurent d'infections virales. Mais c'est l'objectif naturel du virus, et c'est pas notre volonté humaine qui peut y faire quoi que ce soit. Qu'on puisse protéger les personnes fragiles, bien sûr, la santé publique travaille là-dessus. Il y a des protocoles, il y a des gens qui réfléchissent et qui font des plans pour protéger les gens fragiles. Enfin, c'est connu en santé publique depuis toujours. Mais de là à rendre l'humain responsable de la propagation, alors que c'est le virus qui se propage, il le fait naturellement. J'ai trouvé que c'était d'emblée bizarre qu'on inverse les choses comme ça. Et on nous a rendus responsables et on nous a infantilisés de tout. Quand on rappelle aux gens qu'il faut se laver les mains, c'est une excellente chose.
puisque c'est ça qui a fait progresser la médecine tout de même. Hein, c'est le lavage des mains. Mais après, tout ce qu'on nous a infligé était à l'envers du bon sens et à l'envers de la médecine. On n'a jamais enfermé les gens malades entre eux, dans une même famille, par exemple. Le confinement, on sait que ça sert à rien. Et 2 ans après, les meilleurs virologues, les meilleurs épidémiologistes sortent des papiers et la vérité ne sort toujours pas. Moi, ça me sidère. Ça me sidère. Donc, le nombre de mensonges qu'on a entendus, le nombre de contre-vérités et les inversions accusatoires. Hein, maintenant, si on parle comme ça, on est considéré comme un fou dangereux. Mais je rappelle qu'en 2020, qui était l'année de l'épidémie, de la pandémie, quand on regarde les chiffres de mortalité, il n'y a pas eu de surmortalité dans les pays européens, en Suisse en particulier. Le nombre de journées d'hospitalisation Covid en Suisse, l'OFSP, donc l'Office fédéral de la santé publique, donc tout à fait officiel, dit que c'était 2,9% des journées d'hospitalisation. Donc pour une pandémie aussi mortelle qu'il a fallu arrêter l'économie, confiner les gens, arrêter l'école, arrêter les cours, tout arrêter complètement notre vie et ensuite la rendre très chaotique pendant des mois, pour 2,9% de journées d'hospitalisation, c'est incompréhensible. Et ça met les gens dans une panique terrible, panique savamment entretenue matin, midi et soir par les médias, et les gens sont dans un état de psychose maintenant totale. Et pour moi, ça, de nouveau, c'est une atteinte à notre humanité. On n'a pas à mettre les gens dans la psychose. Au contraire, on doit les rassurer, si on peut les rassurer, et on ne doit pas les inquiéter. Si il faut les inquiéter, parce que la situation serait gravissime, c'est avec des données scientifiques probantes. Mais là, il n'y a eu aucune donnée scientifique probante. Il y a eu des projections mathématiques. Bon, et on a des instituts, je ne veux pas dire de sondage, mais c'est pas loin, qui ont projeté des chiffres cataclysmiques. Par exemple, en Suisse, j'ai entendu une fois 500 000 morts en Suisse qui étaient projetés. Alors, on sait maintenant que c'était faux. On s'en doutait déjà lorsqu'ils l'ont dit, mais maintenant on sait que c'est faux, mais personne n'est venu à la télévision, par exemple, expliquer, excusez-nous, on s'est trompé, c'était alarmiste, on va rectifier les choses. La rectification n'a pas été faite. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens sont toujours dans une psychose, pensent toujours que cette maladie a tué énormément de gens. Or, c'est pas vrai. Alors, pouvez-vous nous expliquer un peu cette idée d'une psychose, dans ce cas-là plutôt une psychose qui concerne toute la population, une bonne partie de la population, c'est-à-dire on peut parler d'une psychose collective. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, la psychose, c'est lorsqu'il y a une perte de contact avec la réalité. Et là, on voit que malheureusement, beaucoup de gens, puis c'est contagieux la psychose, hein, ça il faut le dire aussi. Beaucoup de gens vivent désormais dans cette psychose. Là, ils sont absolument persuadés qu'un virus épouvantable s'est abattu sur la planète, qu'il tue toujours, que les hôpitaux sont débordés, qu'il faut se confiner pour que les hôpitaux ne soient pas débordés, qu'il faut porter des masques, qu'il faut faire tout un tas de choses. Et ça, c'est en dehors de la réalité. Et ça l'était déjà en 2020, mais on peut dire on ne savait pas trop au début, etc. Mais dès que la réalité est arrivée, les chiffres étaient rassurants, on a vu que le virus ne se propageait pas d'une manière aussi effrayante qu'annoncée, eh bien la réalité n'est pas venue télescoper le psychisme des gens qui étaient abreuvés matin, midi et soir par des nouvelles extrêmement alarmantes. On a vu des images épouvantables de gens en réanimation. Alors, je ne sais pas si les caméras de télévision peuvent, en 2020, tout d'un coup, débarquer dans les réanimations. Mais de mon temps, jamais on aurait fait intervenir une caméra de télévision dans un service de réanimation. Hein, ça, c'était pas possible. Donc, on sait que c'était des images reconstruites, mais malgré tout, alarmistes. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des gens malades et qu'il n'y a pas eu des gens en réanimation, bien entendu que si. Mais on nous a montré des images qui laissaient penser que l'ampleur était énorme. Et c'était probablement pas le cas.
C'était probablement pas le cas. Et lorsque les chiffres rassurants sont arrivés, ils n'ont pas été médiatisés comme ceux qui faisaient peur. Et du coup, les gens sont dans cette psychose, ils sont en perte de contact avec la réalité. Une façon simple, c'est de demander aux gens, mais est-ce qu'en 2020, vous connaissez des gens dans votre entourage qui ont été hospitalisés, qui ont été ou qui sont décédés de cette maladie? Alors, oui, certaines personnes connaissent, mais pas du tout dans les proportions qui peuvent alarmer. Bien sûr que virus il y a, bien sûr qu'il y a des gens qui étaient malades, et bien sûr que des gens ont eu la douleur, l'immense douleur de connaître un proche, mais dans des proportions malheureusement, enfin c'est malheureux, ça arrive, mais dans des proportions faibles. Et ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que des traitements précoces existaient. Ceux qui ont eu la chance de pouvoir avoir eu accès à ces traitements précoces s'en sont remis, même en 2020. Les médias, effectivement, ont répété le même message pendant des mois, même années. Oui. Il y a quelque chose, à un moment donné, qui devient une vérité parce qu'on entend régulièrement. Donc, les médias ont joué un rôle certainement très important pour alimenter cette angoisse, l'inconnu qui était tout au départ tout à fait justifié. On ne savait pas, mais assez vite, tout le monde qui a fait un peu d'effort a pu trouver des chiffres plutôt rassurants. Alors, quel rôle, à votre avis, ont joué le port du masque dans ce contexte ? Alors, le port du masque sur un plan médical, c'est vous qui êtes mieux placé que moi pour le dire, mais de mes souvenirs de médecine, le masque, pour un virus, ça sert à rien. En revanche, au plan psychologique, oui, ça sert énormément. Ça sert à entretenir la peur. Je dois me protéger, c'est donc bien, et je dois protéger les autres, c'est donc bien que le danger est réel. Donc c'est un raisonnement circulaire. Puisque on me dit que je dois le porter, c'est donc bien que le danger est réel. Et c'est rappelé tout le temps, toute la journée, que le danger est réel. Et donc je risque quelque chose. Et aujourd'hui, alors qu'en Suisse, la Suisse a rendu le port du masque non obligatoire depuis le 16 février, je crois, les mesures sont partiellement levées, on voit encore, notamment des jeunes gens dans la rue avec le masque, alors que rien ne les y oblige. On voit encore des gens tout seuls dans leur voiture avec le masque. Ça a créé d'autres problèmes. Je vois arriver dans ma consultation des gens qui viennent parce qu'ils ont peur d'enlever le masque. Ils savent que c'est pas nécessaire, ils savent que c'est plus obligatoire. Pour les jeunes gens, ils ont pu cacher leur acné, par exemple, avec le masque, ou cacher leur visage. Effectivement, on se regarde plus. Quand on a un masque, on se regarde plus dans les yeux. Donc, tous les gens qui ont un peu une phobie comme ça du regard, ils se sentent protégés. Ils ont du mal à l'enlever. Puis d'autres, c'est parce qu'ils ont peur de la maladie. Ils sont persuadés qu'ils risquent quelque chose s'ils enlèvent le masque. Est-ce qu'on a créé quelque chose, des psychopathologies avec les mesures prises ces dernières 2 ans? Alors oui, sans aucun doute, c'est une nouvelle, une nouvelle phobie. Alors c'est sûr que le terrain, certainement, de la personne atteinte de cette phobie est favorable. N'empêche qu'elle est nouvelle. Et puis il y a donc l'idée que la maladie est là, qu'elle rôde, qu'elle est terrible, qu'elle est mortelle, etc. Donc perte de contact avec la réalité, dont on sait quand même la psychose. Et ce qu'on ne sait pas, c'est les dégâts à long terme, sans parler du risque de dépression. C'est-à-dire que lorsqu'on est impuissant à comprendre une réalité et à la changer, eh bien, on finit par se déprimer. Il y a une sorte de continuum comme ça entre anxiété et dépression, et c'est ce que j'observe chez certains patients qui se sentent mais tellement pris au piège, tellement dans l'incompréhension de ce qui se passe, qu'ils finissent par se déprimer. Et c'est compliqué c'est un mélange comme ça de peur viscérale et de peur psychotique, et d'angoisse un peu plus névrotique et de dépression. Enfin, ça fait une espèce de cocktail qui est quand même dangereux. Donc, cette peur permanente pendant des mois, une année et demie, 2 ans, a créé aussi des conflits dans les familles. Tout le monde réagit un peu différemment. Quelles sont vos observations sur ce plan-là ? Là, je vous remercie de me poser la question parce que ça, c'est terrible, c'est catastrophique.
je ne vois pas une famille qui est épargnée par des conflits et éventuellement des séparations. Alors, les conflits, c'est dans toutes les familles. Les séparations, c'est pas éventuellement dans toutes, Dieu merci, mais il y a quand même eu à Noël, par exemple, des discours du style, écoute, si tu n'es pas vacciné, tu viens pas. Si tu n'es pas testé, tu ne viens pas. On fera Noël sans toi. L'inverse est vrai aussi. Hein. J'ai eu une famille où c'était, écoute, t'es pas vacciné, mais on peut pas imaginer que tu viennes pas à Noël. Donc, on fera Noël avec toi. Il faut que tu sois testé. Enfin, il y a toujours un oui, mais c'est terrible. C'est terrible, faire un Noël sous condition. J'ai trouvé ça vraiment Même dans les difficile. églises. Hein. Même dans les églises. Il y a des églises qui n'ont pas ouvert les portes pour les gens non vaccinés ou non testés. Hein. Parlons un peu des écoles, des élèves et de la pédopsychiatrie. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce plan-là les dernières 2 ans? Peut-être que c'est ça qui fait que je suis sortie de mes gonds, sortie de ma réserve naturelle ce soir-là. C'est ce qu'on fait aux enfants et à nos jeunes en général. Je dirais les moins de 25. Mais les petits, puisque vous me parlez des petits. Les petits, actuellement, il y en a beaucoup qui ont des idées suicidaires. Il y en a qui passent à l'acte parce qu'ils ne veulent pas vivre dans un monde comme ça, de peur, de terreur. Leurs parents ne vont pas bien, c'est-à-dire que nous, les adultes, n'allons pas bien non plus. Quel monde on prépare à ces petits, un monde de peur, etc. C'est affreux, c'est une douleur immense. Et ça, imaginez qu'un enfant de 6 ans ait envie de mettre fin à ses jours. Mais ça dépasse l'entendement. Il y en a qui sont passés à l'acte. Il y a des enfants de 3 ans aujourd'hui, ils arrivent à l'école ou dans les structures d'accueil, ils ont peur d'enlever le masque et ils ne savent pas que le son sort de la bouche. Ils ont 3 ans, ils ont vécu 2 ans avec des adultes masqués. J'ai vu une maman qui est venue m'attraper à la fin d'une conférence et qui m'a dit « Mais mes enfants n'osent plus enlever le masque à la maison parce qu'on leur dit à l'école de le mettre. » Et donc, ils pensent que ça les protège et que ça nous protège. Ils veulent pas l'enlever à la maison. Qu'est-ce que je peux faire? C'est atroce. On voit des gens perdus, des enfants perdus. C'est juste, ça me rend très triste, vraiment. Et les jeunes, ceux qui avaient 17-18 ans, qui se réjouissaient d'aller en boîte, qui se réjouissaient de commencer leurs études. Mais des études en Zoom, mais c'est n'importe quoi. Enfin, c'est horrible. Tous ceux qui se réjouissaient de faire des rencontres, de se faire des copains, ils étaient en Zoom, perdus, tout seuls à la maison, dans une chambre. C'est atroce. Ouais. Non. Je pense que les dégâts seront longs à réparer. Entre collègues psychiatres, il y a des discussions à ce sujet. Oui, bien sûr. On discute beaucoup et on partage tous la même analyse, ceux avec lesquels je suis d'accord, bien entendu. Et on est très inquiet. On est très inquiet pour l'avenir. Qu'est-ce que ça va faire sur nos jeunes? Et là aussi, on n'a pas tous la même résilience. On n'a pas tous le cerveau qui fonctionne de la même manière. Qu'est-ce qui a fait que le dialogue entre médecins parfois est très compliqué? C'est un phénomène que j'ai constaté aussi entre internistes ou avec d'autres disciplines. J'imagine c'est un peu la même chose avec les psychiatres. Mais je me suis dit, j'ai mon point de vue, mes observations, mais je le partage pas forcément pour avoir raison. C'est pas ça. C'est juste je mets les choses sur la table et je m'intéresse pour ce que les autres pensent. Et j'ai constaté qu'il y a des gens qui disent mais de toute façon, on va faire comme on nous dit il faut faire. Ça, c'est vrai. C'est pareil chez les psychiatres et les psychologues. Et on a un professeur de psychologie qui a fait une analyse qui me paraît très juste, c'est pour ça que je la partage. C'est un Belge qui s'appelle Mathias Desmet, qui dit que la population se divise à peu près en 3, et la population, je vais dire médicale, également. Il y a à peu près 30% de la population qui adhère complètement à l'histoire qu'on nous a racontée,
au narratif qu'on nous a raconté, donc qui ont très peur et qui sont persuadés qu'il faut suivre à la lettre tout ce qu'on nous a dit sans remettre en cause, et ainsi on va s'en sortir. Je dirais que ces 30%-là, c'est aussi 30% de gens qui ne veulent pas réfléchir. Parce que réfléchir, c'est devoir faire un effort. Il faut aller chercher l'information. Et il faut se positionner à partir de là. Et donc, c'est sans doute plus confortable pour eux de ne pas le faire. Il y a 30% de gens qui ont fait cet effort-là, qui se sont dit, mais c'est bizarre, ils ont repéré les incohérences depuis le début. Par exemple, la première des incohérences, c'est on nous dit, non, le masque ne servira à rien, il ne sert à rien, et d'ailleurs, il ne faut pas le mettre. Et quelques semaines après, c'est le masque est obligatoire. Il nous protège. Donc là, il y a eu beaucoup de gens qui se sont dit, attends, là, c'est bizarre, en quelques semaines, de changer comme ça, et là, ils ont commencé à aller chercher l'information, qui était disponible, mais pas dans les médias de grand chemin. Et il y a 40% de gens qui sont un petit peu indécis, et qui suivent un peu ce qu'on leur dit, mais qui pourraient changer d'avis. 40% de gens qui ont peur de déplaire, peur de sortir du rang. Ils ont peur, alors ils préfèrent suivre, mais peut-être qu'ils pourraient changer d'avis. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on sort du rang, comme nous sommes en train de le faire là, eh bien c'est très difficile. C'est très difficile parce qu'immédiatement, on risque d'être accusé de folie ou d'être rejeté. Or, ce sont deux peurs fondamentales de l'être humain, avec la peur de la mort. Mais être rejeté, être abandonné, on a vu par exemple, les manifestants à Berne se sont fait bannir de la ville de Berne, 24, 48 heures, peu importe, mais c'est se faire abandonner, rejeter, c'est une des peurs fondamentales de l'être humain. Ou alors être accusé de folie. Et on voit bien que les gens qui pensent différemment se font accuser de tout un tas d'adjectifs, de folie. On a même dit qu'ils étaient paranoïaques. Donc il n'y a pas vraiment des avantages évidents de le faire, de se mettre devant une caméra, Aucun. de répondre à des questions. Alors, pourquoi quand même le faire? Eh bien, c'est évidemment la question que je me suis posée avant de venir. Je pense que la réponse, c'est celle que je vous ai donnée au tout début de la vidéo, c'est-à-dire je ne peux pas ne rien dire tellement c'est grave. Si ça n'était pas si grave, je ne dirais rien. C'est pas la première fois que des choses me choquent dans notre monde médical. Mais là, c'est tellement grave, ça touche toute la population, du premier au dernier, et ça entraîne la mort. Ça entraîne la mort physique, ça entraîne la mort psychique. Je pense que c'est donc mon devoir de dire les choses parce que ça me paraît juste pour moi. Et ce que je fais, je le fais avant tout pour moi. Je dirais aussi, c'est parce que j'ai 2 enfants et que j'ai envie qu'ils sachent que j'ai essayé de faire quelque chose pour eux, pour leur avenir. C'est pour me regarder dans la glace que je fais ça. Et je peux peut-être à ce moment-là donner aussi un peu ma motivation de le faire, parce que je rejoins complètement ce que vous avez dit, de pouvoir me regarder dans le miroir, mais aussi pour trouver du monde, pour discuter, parce que la position que je pris par rapport à certaines questions, tout le monde peut me challenger, il n'y a aucun problème. Si quelqu'un vient avec des travaux scientifiques, je suis le premier à discuter. En fait, je suis très étonné par rapport au manque de discussion, au manque de dialogue. Donc, si quelqu'un arrive à me convaincre que ma position est fausse ou ne correspond pas du tout à l'état de science actuel, très bien, venez, on discute. Mais je pense qu'il faut juste avoir une certaine culture de dialogue pour pouvoir échanger et pour partager les infos. Donc, si quelqu'un veut venir discuter les choses un peu d'une autre manière, pas comme la doctrice Giacomoni, mais qui a une position tout à fait différente, oppositaire, ou comment on dit,
Oui, En bah, opposition, en Il y a opposition. une saine Très bien. opposition, un dialogue. Moi, je suis là pour écouter tout le monde. Donc, les vidéos, c'est aussi une opportunité pour trouver du monde. Ce qu'il faut effectivement, il faut être courageux, il faut être bien dans la peau, il faut être sûr. On risque qu'on reçoive des claques à gauche, à droite. Et l'abondance, j'ai aussi vu, parfois c'est de manière très subtile, on est plus peut-être moins sollicité par certaines personnes. Mais après, on trouve d'autres personnes aussi. Hein. Ça, c'est aussi, on trouve d'autres personnes qui disent, c'est très intéressant ce que vous dites. Donc j'imagine, ça vous est arrivé aussi, qu'il y a des gens, oui, alors effectivement, là, j'ai appris quelque chose, merci beaucoup d'avoir partagé. Donc ça existe aussi. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est un tri intéressant dans ces dernières 2 ans que je trouve. Alors tous ces gens-là qui n'ont pas voulu se faire vacciner, qui ont bu leur café au froid à l'extérieur le mois de janvier, alors c'est déjà peut-être quelqu'un qui a un autre avis. Hein. Peut-être il est juste par hasard là, il veut fumer ses cigarettes, je sais pas. Mais ça faisait un tri aussi ce Covid, hein, à travers des douleurs dans les familles, avec les amis, au travail. Mais c'est un tri qui a permis aussi à filtrer ou découvrir d'autres mondes qui peut-être plus prêts à sortir de la zone de confort, de s'opposer, de réfléchir et d'apprendre, et aussi d'aller en avant et de donner un modèle pour nos enfants aussi. Je me souviens d'une situation où j'étais à l'école et j'ai posé une question au directeur à l'école où il y a un de mes enfants. Et puis, j'ai dit, mais est-ce que vous avez les études qui montrent que les masques sont efficaces lorsque les élèves doivent porter les masques pendant la gym? Et bien sûr, il n'y en a pas. Donc, il a admis, il n'y en a pas. Et finalement, il a dit, voilà, nous, on ne se pose pas trop de questions. On va juste exécuter ce que le médecin cantonal nous dit. Et puis, j'ai dit, bon, mais vous allez quand même apprendre aux élèves à réfléchir. Donc c'est un peu provocateur, mais finalement, ça doit être ça le but d'une école, que les jeunes apprennent à réfléchir. Et là, on est devenu où les structures ont exécuté des choses, et parfois douloureux pour eux-mêmes, hein, parce que je rencontrais beaucoup de profs qui étaient mal aussi. Je peux imaginer que là, ce que vous avez dit, les 30-40%, c'est un peu ce qu'on voit peut-être aussi dans d'autres professions. Oui, je pense. Oui. Mais pour continuer avec les questions, qui est finalement responsable, à votre avis, pour ce contexte dont on se trouve aujourd'hui depuis, qui est moins lourd aujourd'hui, très bien, les mesures qui étaient mises en suspens, mais on reste dans une situation d'urgence. Oui. Oui. L'état d'urgence reste d'actualité, sauf erreur. L'état d'urgence reste d'actualité et les mesures sont juste suspendues. Alors, qui est responsable pour tout ça? Moi, je dirais nous. Nous sommes responsables. Nous sommes responsables parce que nous suivons. Et c'est nous qui sommes responsables au final. C'est nous, le peuple, qui sommes le plus nombreux, et c'est nous qui suivons ou pas ce qu'on nous dit de faire. Et chaque fois qu'on suit, c'est qu'on est d'accord. Donc oui, c'est nous qui avons la responsabilité. Et pour moi, c'est très important. Alors, je pense que ce 30% de gens qui avons cherché les informations et qui avons repéré les incohérences, qui avons repéré éventuellement des contre-vérités scientifiques et qui avons dit non mais là je suis pas d'accord, ce 30%-là essaye d'ouvrir les yeux peut-être des autres personnes. Mais nous sommes tous dans le même bateau et nous sommes tous responsables d'une manière ou d'une autre. Voilà, moi j'ai aussi mis le masque à certains moments et j'étais pas à l'aise avec ça, mais il y a des moments où j'avais envie d'arrêter de me battre et de pouvoir quand même faire mes courses, par exemple. Et là, j'ai joué le jeu et j'ai été responsable aussi. Je pense que si personne n'avait mis le masque, ils auraient été bien embêtés. Quelque part, c'est très encourageant
de savoir nous, on est responsable, c'est-à-dire que nous, on peut faire le nécessaire pour vers une nouvelle piste et aussi vers une société qui, avec des individus qui osent s'exprimer. Je me suis souvent posé la question par rapport au terrain préexistant qui a permis qu'un tel truc, comme le Covid, a pu prendre un tel emploi. Voilà une question difficile parce que je pense qu'il n'y a pas une réponse simple. Je pense que ça se construit lentement mais sûrement. J'y vois personnellement, alors là c'est vraiment mon analyse, j'y vois plusieurs choses. Je pense que l'éducation, justement, régresse depuis des années. Par exemple, je vois, on lit de moins en moins d'auteurs qui font des phrases un peu complexes et compliquées. On lit de plus en plus de choses simples. Donc, ça ne forme pas l'esprit à la réflexion. Je vois que les plus grands penseurs du XXe siècle ne sont pas étudiés à l'école. Mais les plus grands penseurs du XXe siècle font des phrases complexes. Or, on nous apprend de moins en moins la complexité. On nous apprend de moins en moins à réfléchir. On nous apprend de moins en moins la pensée critique. Donc, je dirais, il y a l'éducation au sens large, les parents, mais pas que. On ne nous apprend pas les valeurs morales. La morale, c'est complètement has-been. Mais non, je suis désolée, nous sommes des êtres humains et l'humanité n'est pas faite que de protocoles. Nous ne sommes pas matière, nous ne sommes pas que matière. Les physiciens quantiques disent que la matière, dans la plus petite particule de matière, eh bien, dans la plus petite particule de matière, il y a encore 99,9999 de vide. C'est que 0,1901 de matière. Nous sommes faits de vide, mais de vide informationnel, pas n'importe quel vide. Donc, nous ne sommes pas que de la matière. Nous sommes aussi tout à fait autre chose qui est beaucoup plus complexe. Or, cette complexité-là, on n'y a pas accès parce qu'on nous dit que ça n'existe pas, mais c'est faux. Et je trouve très important d'apprendre à l'être humain à relier ces 4 cerveaux. Alors, maintenant, je dis qu'il y en a 4. Dans un article que j'ai écrit récemment, je parlais de 3 cerveaux parce que je mélangeais un petit peu le cerveau, celui-là, le cœur, avec le cerveau dans les tripes, l'intuition. On peut dire, c'est artificiel, toutes ces séparations. Il y a bien sûr le cerveau, l'organe qui est dans la tête et qui est le siège de notre pensée, très important. Mais il y a aussi le cerveau, le cœur, le cerveau, l'intuition, et puis il y a le 4e cerveau qui est l'intelligence collective, qui est totalement non matérielle et qui est très important. Et justement, vous disiez, j'aimerais bien des collègues pour discuter. Et oui, de la discussion naît l'intelligence de groupe. C'est comme ça qu'on avance. Même quand on est d'accord, on n'est jamais d'accord à 100%. Donc, c'est ça qui fait avancer la pensée. C'est « Ah oui, là, tiens, je ne suis pas tout à fait d'accord, je vais me renseigner. Alors peut-être après, je vais être d'accord ou je vais nuancer votre propos. » Et c'est ainsi qu'on avance. Ce n'est pas lorsque tout le monde est d'accord. J'aime bien cet adage qui dit que lorsque tout le monde est d'accord, c'est qu'il y a au moins une personne qui se trompe. Est-ce que les prescriptions des psychotropes ont augmenté ces dernières 2 ans? Alors, ça, je n'ai pas les chiffres pour vous répondre avec précision. Ce que je vois, moi, dans mon cabinet de consultation, c'est que les demandes explosent. Et que, personnellement, je n'arrive plus à faire face. J'ai essayé de prendre le plus de personnes possible, mais j'y arrive plus. Et c'est terrible, parce que tous les jours, je dois refuser 2 à 3 demandes. C'est épouvantable. Et est-ce qu'on a des statistiques par rapport au taux de suicide dans notre canton ces dernières 2 ans? Alors, personnellement, je ne les ai pas. J'ai du mal à les trouver, je les cherche, je ne les trouve pas. On a des statistiques en France. Et oui, il y a une explosion des suicides, et de plus en plus jeunes. J'ai du mal à les trouver en Suisse. Alors peut-être c'est moi qui ne sais pas chercher, mais non, je ne les ai pas.
Je les ai pas. Le Covid restera, à mon avis, encore un sujet pendant des années, même si tout tomberait aujourd'hui. Ce qui n'est pas encore le cas, c'est juste on a mis des choses en suspens. Mais je suis sûr que ce qui s'est passé va nous préoccuper encore longtemps et je me pose surtout la question, vous l'avez mentionné tout à l'heure, par rapport au traitement précoce, qu'est-ce qu'on va dire où les historiens, c'est ça, Oui. vont dire ultérieurement ne pas avoir traité les gens avec des molécules bien connues. Ça, c'est aussi quelque chose, quand on a accès à certains produits, où on était tout à fait dans la légalité, avec un consentement éclairé, signé par le patient, et on donne quelque chose qui n'est pas dangereux, mais qui était tellement diabolisé dans le média comme l'hydroxychloroquine, comme produit toxique, etc., ce qui était complètement faux au dosage recommandé. Qu'est-ce que les historiens vont dire qu'on a envoyé les gens à la maison juste avec une boîte d'afalgan? Alors ça, c'est une question que je me pose aussi. Est-ce que c'est une certaine dégénérance de la médecine ou de la capacité à réagir à un besoin, mais on est dans cette idée, dans l'Occident en tout cas, il faut faire de toute façon d'abord des études de double aveugle et randomisées avant qu'on ose donner quelque chose, pourtant on connaît la toxicité. Dans d'autres pays, on ne l'a pas fait. Donc, dans d'autres pays, on était beaucoup plus pratique. On a dit, voilà, on a quelque chose dans les mains, on donne. Et comme ça, ils ont favorisé l'immunité naturelle. Et il y a beaucoup de pays qui s'en avaient bien sortis. Vous m'avez fait rire quand vous avez parlé de, oh là là, protocole, double aveugle, etc. Parce que j'ai rien contre, bien sûr. Mais là, on était dans une situation d'urgence avec un virus qu'on ne connaissait pas. Donc, on n'a juste pas le temps de faire tout ça. Hein? La démarche médicale de base, c'est de laisser le généraliste, qui est le médecin en première ligne, faire son travail d'observation. Donc, il recueille les symptômes. Il se dit, ah bah tiens, j'ai tel genre de symptômes qui reviennent souvent, je teste telle molécule, elle ne marche pas, j'en teste une autre. Ça, c'est ce qu'on fait en médecine de premier recours. Et le choc, la stratégie du choc, l'ingénierie sociale qui a été fabriquée de toutes pièces, avec ces images apocalyptiques de gens qui tombent dans la rue, d'hôpitaux débordés, etc., c'était destiné à faire peur aux généralistes qui ont accepté sans broncher de fermer leur cabinet. Et ils étaient persuadés que s'ils allaient au chevet de leurs patients, ou si les patients venaient, ils allaient mourir. Donc oui, c'était... je pense que la médecine en a pris un sacré coup. Parce que je vois mal comment certaines personnes vont de nouveau avoir confiance dans la médecine telle qu'on la pratiquait jusqu'en 2020, en tout cas. C'est catastrophique, là aussi. Voilà, je pense que les motifs qui me rendent triste sont tellement nombreux, pour revenir à votre question de qu'est-ce qui fait que je parle, que voilà, je suis très triste. Je pense que c'est ça qui m'a beaucoup touché, votre authenticité, quand je vous avais vu la première fois, cette soirée dont j'ai parlé tout à l'heure. Parce que je vois des collègues, beaucoup de collègues qui sont touchés au fond de leur cœur par ce qui se passe, qui veulent faire quelque chose mais ne savent pas vraiment comment. C'est vrai, il faut s'organiser, il faut créer des réseaux, il faut... Alors, comme nous, maintenant, il faut s'organiser, avoir le matériel pour faire des vidéos, mais je pense qu'on a une responsabilité particulière, nous les médecins qui sont surtout en première ligne et qui ont eu accès au moins à une partie de la réalité. Cette réalité n'est pas représentative, mais elle vaut quelque chose. Elle vaut quelque chose. Et je pense qu'il serait bien que les médecins peuvent s'organiser pour pouvoir transmettre ça aussi aux gens qui ont un pouvoir décisionnel. Je vois, il y a des psychiatres comme vous qui osent parler. C'est très pertinent. Il y a des psychiatres qui discutent entre eux. J'espère vraiment qu'il y en aura plus ultérieurement, parce que c'est très important. C'est aussi quelque part un investissement, à mon avis, parce que j'ai beaucoup d'espoir qu'on puisse réorienter les choses
Mais il faut un dialogue. Et le dialogue avec les collègues reste pour moi le dialogue le plus important. C'est juste. Alors, dans ce sens-là, je vous remercie beaucoup Merci à vous. pour avoir répondu à mes questions. Pour encore une fois, j'ai beaucoup appris. Ah, merci. Et peut-être on a l'occasion encore une autre fois. Avec plaisir, Klaus. Merci beaucoup. Merci beaucoup.